Alors bonsoir à tous. Merci de me recevoir à Angoulême. Comme l'a expliqué Stéphane Comé, moi je vais venir vous présenter mon point de vue à moi, avec mon regard de géographe, sur la question de l'aménagement et des territoires. Pour la partager avec vous, élus, architectes, personnes qui travaillent dans les collectivités. Alors, géographe, je vais me présenter en quelques minutes parce que géographe, je ne sais pas si c'est très parlant pour vous. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Donc, on a un statut, on enseigne aux étudiants donc, du bac jusqu'au doctorat, au master. Et puis, nous sommes chercheurs. Donc, j'enseigne à l'Institut de géographie et d'aménagement. Et dans le cadre de ma recherche, je suis rattachée à une équipe du CNRS qui s'appelle Espace et Société. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être chercheur en géographie ? Je vais simplement vous raconter un peu mon cursus. Par exemple, j'ai commencé mes travaux quand j'étais étudiante, et puis c'était le moment, vous savez, où on a créé les EPCI, les premières communautés. Donc, moi, j'ai eu comme sujet de thèse, parce qu'on connaissait bien les villes moyennes, les petites villes, il y avait eu des études sur les petites villes dans les années 70, mais on ne connaissait pas vraiment... au niveau de l'État, les gros bourgs-centres. Et on ne savait pas si ça allait être des points d'appui solides pour faire de l'intercommunalité. Donc moi, j'ai eu comme sujet, il y a eu un grand projet de recherche sur les bourgs-centres en France. Et puis moi, j'ai étudié donc, les bourgs-centres en Loire-Atlantique. Et puis après, j'ai continué sur l'ouest de la France. Donc voilà, j'ai eu toute une phase où j'ai travaillé sur les gros bourgs et les petites villes de l'ouest de la France. Après, il y a eu une grosse poussée de construction entre 1998 et 2008. Donc, grosse poussée périurbaine, et moi je me suis rendu compte dans la région de Loire-Atlantique, de Vendée, qu'il y avait de l'urbanisation, les pieds dans l'eau, dans des endroits où il y avait des risques d'inondation. Donc on a essayé de comprendre comment ça se fait que notre société urbanise dans des endroits... voilà. À l'époque, c'était dans les années 2000, on nous a dit que voilà, on voyait des problèmes où il n'y en avait pas, et puis il y a eu Xintia après. Ensuite, on a eu une phase où on ne parlait que de l'aire urbaine. Et moi, j'ai dit, mais enfin, l'ouest de la France, c'est un pays aussi de ruralité. Donc, on a fait un atlas des campagnes de l'ouest en 2013 qui intègre le Poitou-Charentes de l'époque, donc Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes. Et puis, il y a quelques temps, il y a 2-3 ans de ça, j'ai été invitée à une réflexion parce que on disait, voilà, on a consommé trop de terre depuis 30 ans, c'est plus possible. En Vendée, Loire-Atlantique, c'est des consommations énormes. Et il y avait un rendez-vous d'élus, l'État, etc., qui disait, voilà, il faut densifier. Et je me suis rendu compte que, voilà, on parlait que de mètres carrés, de réglementation, enfin, tout le débat était sur financièrement c'est pas possible, réglementairement c'est pas possible, et puis techniquement c'est pas possible. Et du coup je me suis dit mais je crois que là on est en train de passer complètement à côté de la réflexion et on en oublie l'essentiel. L'essentiel c'est que l'être humain est un être affectif, avec des dimensions immatérielles très importantes qu'on néglige totalement dans le débat. Et on se perd dans des débats totalement techniques où on voit le problème vraiment par le petit bout de la lorgnette. Et donc, j'ai commencé à essayer de partager ce que moi, avec mon expérience maintenant d'une vingtaine d'années d'observation des campagnes de l'ouest de la France, j'ai essayé de commencer à partager comment, je pense qu'effectivement, il est fondamental d'inventer un urbanisme rural contemporain. Donc, c'est ça le sujet de mon débat. Mais pour inventer cet urbanisme rural contemporain, il est important de le repositionner dans notre histoire et il est important de comprendre que nous sommes devant, enfin pour moi les espaces ruraux, les espaces urbains aussi. Mais moi je vais parler depuis ma chapelle, depuis mon territoire on va dire, depuis les espaces ruraux, nous sommes devant une mutation très importante qui à mon avis est tout aussi importante que la mutation des années 60, de modernisation, on va dire, des campagnes. Et nous sommes devant cette mutation. Et le fait de changer notre façon de penser l'urbanisme s'inscrit là-dedans. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas où on est, et du coup, on se retrouve dans des débats techniques qui
qui, à mon avis, ne nous mène pas vraiment aux solutions. Donc c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Comment moi je vois l'affaire, de mon point de vue, bien sûr, mais je n'ai pas l'ambition de détenir la vérité, mais c'est plus de partager un peu moi comment je vois l'affaire, comment j'analyse l'affaire, pour que, avec le débat collectif, puisse émerger des solutions positives. Alors je vais partir dans l'histoire. Vous inquiétez pas, dites-vous pas oh là là où est-ce qu'elle s'en va, je vais essayer de retomber sur mes pieds, mais je vais vous raconter notre histoire parce que en fait je me rends compte, par exemple, moi je dis en ce moment dans l'aménagement c'est la grande amnésie. Les gens qui sont censés aménager et s'occuper de territoires, alors je ne parle pas bien sûr des élus qui connaissent le terrain, mais beaucoup dans les bureaux d'études, il y a une amnésie générale. En général, on n'a pas plus de recul que 10 ans parce que grosso modo, au-delà, les archives elles ont été écrasées par l'ordinateur, on les a pas. Donc, on va partir sur des données très courtes. On oublie complètement que la profondeur en fait, des territoires et que les territoires changent pas de trajectoire comme ci, comme ça. On est sur des gros paquebots. Donc, notre histoire, on va dire que... Moi, je suis géographe. Alors, je m'intéresse à la façon dont on se relie à l'espace, qui est une des grandes dimensions terrestres. Ce qu'il faut se rappeler, pendant des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'années, nous avons été des chasseurs-cueilleurs. Nous avons vécu de prédation sur notre environnement. Notre relation à l'espace, donc le fondement, on va dire, économique des sociétés, c'est vraiment la prédation. On vit dans des groupes très petits, une douzaine, familiaux, nomades, on suit la nourriture. Je ne vais pas développer parce que en fait, ça a laissé pratiquement... Enfin, ça n'a pas d'impact sur le peuplement et donc ça ne nous parle pas aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'on en a des héritages génétique. Donc on en a des héritages, mais pas d'un point de vue de l'aménagement. Ce qui m'intéresse, c'est que de se souvenir quand même que nous avons après été, pendant 7 à 8 000 ans, nous avons été des paysans. C'est-à-dire qu'à partir du néolithique, il y a 10 000 ans, donc 8 000 avant notre ère, on invente l'agriculture, domestication des plantes et des animaux, et ça change totalement notre relation à l'espace. On se sédentarise, on va vivre sur des groupes beaucoup plus importants, comme tout le monde n'a pas besoin de produire de la nourriture, il y a un léger surplus, c'est l'apparition de l'artisanat, de l'échange, la société se hiérarchise, etc. Et donc petit à petit se construit une façon de peupler le territoire pour produire de la nourriture. Donc nous avons vécu dispersés dans l'espace, pour produire de la nourriture. Le fondement économique de nos sociétés était la production et l'échange de nourriture. Donc ça c'est, si on parle de notre région là, à peu près en 5000 avant notre ère, l'agriculture s'installe et puis ça va s'étendre comme ça pendant 7000 ans. Il faut comprendre que les formes d'habitat dans lesquelles nous vivons, les fermes, les villages, les hameaux, les gros bourgs, les petites villes commerçantes, sont l'héritage, le peuplement, la forme du peuplement est l'héritage de cette période-là. Il y a d'autres héritages, il y a quelques héritages génétiques, mais il y a aussi des grands héritages anthropologiques. Ça, c'est Emmanuel Todd qui le dit, l'anthropologue. Il explique que, par exemple, l'égalité au sein des familles, va donner notre tolérance à l'égalité ou l'inégalité dans nos gouvernements. Le rapport homme-femme, le rapport au futur, au passé. Tout ça, en fait, il va y avoir un héritage anthropologique, on va dire une mentalité régionale. Tout ça, c'est issu de cette phase paysanne. Et puis, il y a à peu près 150 ans, donc c'est la révolution industrielle. Et donc là, le fondement économique des sociétés, ça va devenir la production de biens matériels. La production de biens matériels, l'industrie, a une logique, en tout cas au début, aujourd'hui on pourrait en discuter, mais au début, la logique de l'industrie, c'est la concentration dans l'espace. Ça veut donc dire que les ouvriers vont être concentrés dans les usines concentrées dans les villes, et donc la révolution industrielle va engendrer un processus brutal d'urbanisation, donc de concentration des populations
dans les villes et donc, en même temps, un exode rural, c'est-à-dire avec le grand transfert de population. Donc ça, c'est la révolution industrielle qui va complètement transformer les campagnes. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère qui est liée à la révolution du numérique. Parce que le numérique, Internet, change totalement notre relation à l'espace. Et ce n'est que le début. Et donc, la révolution du numérique, elle existe depuis une trentaine d'années, depuis à peu près les années 80, mais on commence à voir qu'elle change notre relation à l'espace, mais aussi, bien sûr, elle change profondément notre économie. On est en train de passer dans une économie immatérielle, une économie de la connaissance. On ne produit plus des biens matériels, on en produit encore, mais on sait faire. On va dire que l'essentiel de l'activité économique est tourné vers la production de services à l'industrie, de services aux personnes et de connaissances et d'échanges de connaissances. Donc l'économie de la connaissance, c'est à peu près depuis les années 90. On voit qu'il y a des formes de désindustrialisation. Donc on peut imaginer que dans les sociétés futures, par le passé, on a été 80% de paysans pour 20% d'autres choses. Après, aujourd'hui, on est passé à 5% d'agriculteurs qui nourrissent tous les autres. On a eu une phase où il y avait 40% d'ouvriers. On va vers sans doute une économie où on va peut-être que 5% d'ouvriers vont suffire à produire des biens matériels pour tous. Donc vous voyez, 5% d'agriculteurs, peut-être plus, alors peut-être monter, des 5% d'ouvriers. Et puis, il reste quand même toute une autre population qui serait dans une économie du service dont on ne connaît pas encore complètement les contours. Cette économie de la connaissance, du coup, elle est fondée sur un capital humain. La valeur, je veux dire, la créativité, la connaissance, c'est l'humain qui l'apporte. Et donc, on va voir l'importance du capital humain. On va voir aussi que pour le moment, ce sont plutôt les métropoles qui concentrent cette économie de la connaissance, mais si on tire le fil, pour produire de la connaissance et pour produire du service, il n'est pas sûr qu'on ait besoin d'être concentré dans l'espace. Et donc, on va sur des redistributions de population dans l'espace, dont je vais vous reparler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant, bien sûr, je vais me concentrer sur cette période contemporaine. Qu'est-ce qui se passe pour les campagnes dans ce contexte-là? Les campagnes, elles ont été les centres. Dans l'ère, on va dire dans l'ère paysanne, les campagnes étaient le centre démographique. C'était le centre de la production économique. C'était le centre politique au sens où le pouvoir politique, l'aristocratie, était fondé sur la propriété de la terre, etc., etc. Avec la révolution industrielle, c'est le grand effondrement. Et on va dire qu'il y a deux phases dans l'histoire des campagnes contemporaines. Il y a une phase qu'on va appeler la fin des paysans. Je reprends le titre d'un livre d'un sociologue qui s'appelle Henri Mandras, qui avait sorti un livre qui s'appelle La fin des paysans en 1967. Il veut dire c'est la fin des sociétés paysannes traditionnelles. C'est le grand effondrement. Je pense qu'il commence à y avoir des choses qui sortent. Il y a un livre qui est sorti cette année qui s'appelle « Le sacrifice paysan, une catastrophe anthropologique ». Mais effectivement, c'est le grand effondrement dont on n'a pas mesuré complètement encore l'importance et peut-être la charge de cet effondrement. Mais à partir des années 60, on observe des éléments de renaissance rurale. La Renaissance rurale, c'est aussi le titre d'un livre qui a été écrit par un géographe qui s'appelle Bernard Kayser de Toulouse. Bernard Kayser montre la Renaissance rurale. Alors la Renaissance rurale, elle s'opère, on va dire, il y a deux leviers. Il y a un premier levier qui est le levier économique. La Renaissance rurale par l'emploi, ça a été le mouvement vendéen-breton. On va créer de l'emploi pour garder les gens au pays. Donc, on va faire de la Renaissance rurale par l'emploi. Mais ce dont je vais vous parler ce soir, c'est une autre forme de renaissance rurale qui vous concerne, mais qui concerne toute la France aujourd'hui. C'est la renaissance rurale par la population. C'est-à-dire que Bernard Kayser a commencé à montrer qu'il y avait une autre logique qui existait,
que celle développée par exemple par les Bretons ou les Vendéens, à savoir je crée de l'emploi, je garde de la population. Voire peut-être j'en attire un peu, mais c'était surtout pour garder la population. Aujourd'hui, on a une renaissance rurale par la population, par le résidentiel. Les gens viennent habiter à la campagne. Et à partir de là, se crée une économie résidentielle. Et donc la question est de se dire, mais pourquoi ces gens viennent à la campagne? Et donc on va réfléchir un petit peu à tout ça ce soir. Alors, donc vous rappellerez de mes ronds, là, le rond vert, l'ère paysanne. Le rond rouge, c'est plutôt donc l'ère industrielle, que j'appellerais l'ère moderne, l'ère du confort moderne, du développement matériel. Et la phase actuelle qui est en émergence, dont on commence à voir les prémices. Et c'est important aujourd'hui de réfléchir pour dire on va aménager pour les 10 ans, les 20 ans, les 50 ans à venir. Donc pour ça, pas pour ça. Pas pour ce monde-là, pour ce monde-là. Dont on commence à voir se dessiner les contours, mais ce n'est pas toujours encore très net. Alors, ma présentation, il y aura 3 balanciers. Donc je pense que la vie est un équilibre à trouver. Alors, on va d'un côté, on revient dans l'autre, c'est pour ça que j'appelle ça un balancier. Donc le premier balancier, c'est le balancier démographique, la population. Ensuite, je vous parlerai d'un balancier plutôt social, des pratiques. Et puis le dernier, ça sera un balancier plutôt du sens. Oui, du sens. Alors, le balancier démographique. Aujourd'hui, on est en train de passer il faut bien comprendre que l'exode rural, c'est fini. Aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte de retour vers les campagnes. Alors peut-être que en Charente, on pourra partager ça après, peut-être c'est moins évident, je ne sais pas. En tout cas, c'est très très net dès qu'on est un petit peu plus dans ce secteur-là, ou peut-être au sud. Mais vous êtes un peu à la jonction. Ces cartes-là, quand c'est bleu, il y a un déclin démographique. Quand c'est jaune, orange, rouge, il y a une croissance. Donc vous voyez qu'au début du XXe siècle, on était dans un contexte d'exode rural généralisé. Au milieu du XXe siècle, on va dire plutôt dans la période des 30 Glorieuses. Là, vous voyez qu'on a une carte qu'on a tous en tête, mais il faut comprendre que cette carte-là, c'est du passé. C'est la carte, on voit très bien le réseau urbain. C'est vraiment la phase de l'urbanisation, périurbanisation de toute la France. Et ça, c'est la carte actuelle de la croissance de la population par commune en France. Donc on voit qu'on a le nord-est, on a le centre, mais autrement, on a quand même beaucoup de territoires qui sont en croissance. Si on regarde maintenant, je vais vous montrer la carte seulement du bilan migratoire. D'accord ? Là, sur cette carte-là, c'est le bilan migratoire, mais c'est aussi le bilan naturel. C'est-à-dire les naissances et les décès. Le bilan migratoire, c'est les départs et les arrivées. Le bilan migratoire, voilà ce qu'il donne en France aujourd'hui. Alors, ça, c'était à la fin des années 70, début des années 80. On est beaucoup sur une logique périurbaine. C'est-à-dire, par exemple, on voit Nantes, on voit Angers, on voit Niort, on voit Poitiers, on voit Angoulême, Saintes, on voit les villes, on voit Bordeaux, enfin, on voit très bien les villes. On est sur une logique migratoire périurbaine. Sauf ici. Ici, on n'est pas sur une logique périurbaine du tout. Mais le reste de la France est sur une logique périurbaine. Aujourd'hui, vous voyez que quand on regarde une carte des migrations en France, le mouvement périurbain, ça n'existe plus en fait. On a une croissance migratoire qui occupe à peu près tout le sud, qui occupe l'ouest atlantique et très fortement, on le voit, en tout cas sur l'Atlantique, une croissance sur les littoraux vraiment, et on a un bilan migratoire négatif dans le quart nord-est de la France. Dernière carte qui croise bilan migratoire, bilan naturel. Quand c'est vert, c'est que le bilan naturel est positif, donc il y a des naissances, mais le bilan migratoire est négatif. Ça veut dire que là où c'est vert, ce sont des endroits d'où on part. Il y a des gens qui naissent, il y a des enfants, mais après, les gens partent. Donc c'est typique de l'exode rural. Là où c'est bleu, c'est de la dévitalisation.
C'est-à-dire que là où c'est bleu, la vie s'en va par les deux bouts, à savoir par le bilan naturel, il y a plus de décès que de naissances, et par le bilan migratoire. Alors on avait un peu, vous voyez, le nord du département autour de Ruffec, et puis après en allant vers le Limousin. Là on avait un début de dévitalisation. En rouge et orange, les deux bilans sont positifs. Croissance migratoire, croissance naturelle. Regardez la carte actuelle. On voit que les villes sont devenues vertes. On voit Nantes, on voit Angers, Poitiers, non. En tout cas, les grandes villes sont devenues vertes. C'est-à-dire que le cœur des agglomérations, des grosses agglomérations urbaines, même si elles attirent beaucoup, il y a beaucoup de gens qui partent. Et les villes vivent d'abord de leur bilan naturel. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les années 60, les gens naissaient dans la campagne et ils partaient. Aujourd'hui, les gens naissent dans les villes et ils partent. D'accord ? Et vous voyez que, je ne vous ai pas parlé du violet, il n'y a pratiquement pas de bleu. Par contre, il y a du violet. Qu'est-ce que c'est le violet ? Eh bien, ce sont des lieux d'accueil, mais qui ont un bilan naturel négatif. C'est-à-dire, ce sont des lieux de retraite. Enfin, en tout cas, on peut supposer que ça attire plutôt des retraités, ou que ça attire des jeunes, mais qui arrivent dans des endroits qui étaient un peu dévitalisés. Donc, même s'ils arrivent, les bilans, il y a beaucoup de décès. Donc, on est plutôt dans des espaces de retraite, ou en tout cas, mais ça veut dire que le bilan migratoire est positif. Le bilan migratoire est positif. Donc, la chose à retenir, c'est qu'il y a une inversion complète des moteurs démographiques des territoires par rapport aux années 60. Ça, c'est important de comprendre. Et que donc, par exemple, avec l'exode rural, il y a eu une grande inspiration des populations vers les villes. Cette grande inspiration, le maximum, là où on est le plus concentré sur le territoire en France, c'est le recensement de 1968. En 68, c'est là où le plus de gens vivent dans le moins de communes. Depuis 68, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une redistribution de la population dans l'espace. Moi, j'appelle ça la grande expiration. Alors, au début, on a dit c'est du périurbain. C'est vrai, enfin, vous avez vu la carte, c'était du périurbain. Sauf que ça n'a pas de limite, en fait. Et je pense que le mouvement périurbain n'est que l'amorce d'un mouvement de redistribution historique de la population dans l'espace, parce que nous sortons d'une société industrialisée qui a besoin d'être concentrée dans les villes pour produire des biens matériels. Donc c'est important de comprendre qu'on est sur ce renversement. Et c'est important de comprendre aussi que les territoires, ils ont des cycles de vie. Au XIXe siècle, au début de la révolution industrielle, les endroits qui étaient le plus dynamiques démographiquement, économiquement, c'était le nord-est de la France. Bon, c'était les régions où il y avait l'industrie. À partir des années 60, on voit un glissement de ce dynamisme économique vers la Côte d'Azur et le sud-est de la France. Vous vous souvenez, dans la carte que je vous ai montrée, ils étaient en avance. Ils étaient déjà en avance, là. Ça avait déjà commencé. Donc, il y a un glissement dans les années 50-60. Ben, c'est la mode de Saint-Tropez, enfin, les films, les vacances à Saint-Tropez. Mais c'est aussi la mode d'aller faire ses études à Montpellier, des grands projets urbains à Montpellier, etc. C'est la mode de Montpellier et le début de la mode de Toulouse. Mais depuis les années 90 à aujourd'hui, on voit que c'est la côte atlantique qui se développe le plus. Et c'est très marrant parce que c'est comme aux États-Unis. Il y avait les grands lacs industriels. Après, il y a eu les Sunbelt de la Floride et de la Californie. Et puis aujourd'hui, c'est en train de remonter sur Seattle, Vancouver. On a des cycles de territoire qui correspondent à des cycles économiques. Chaque territoire devenant, entre guillemets, à la mode, et celui d'avant, symbole du passé, devient plutôt répulsif. Le nord-est, vous avez vu, aujourd'hui ils sont en difficulté, enfin le bilan migratoire est négatif, mais on voit que, c'est dans les résultats de l'INSEE récents, on voit que la Côte d'Azur commence à perdre son attractivité sur les populations, etc. Alors qu'on est en plein boom sur la façade atlantique. On pourra en discuter tout à l'heure, plus dans le détail.
Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand nous étions des paysans, nous vivions de façon dispersée pour produire. Lorsque nous étions des ouvriers de l'industrie, nous étions groupés pour produire des biens matériels. Aujourd'hui, en fait, on a une rediffusion du peuplement, mais qui ne se fait pas sur des bases d'emploi. Parce que la réalité, pour le moment, c'est que très largement, les emplois sont concentrés dans les grandes métropoles. La création d'emplois est très concentrée dans les grandes métropoles, qui sont les moteurs de l'emploi pour le moment. Mais on voit une redistribution qui se fait sur une base pour aller habiter. Alors d'abord, il n'y a plus que 40% de la population qui est active, parce qu'on a une part très importante de retraités, d'étudiants. Donc on a les retraités qui participent de ce mouvement. Et ce qui est très important de comprendre, donc on est sur une rediffusion du peuplement, mais qui est plutôt sur une base résidentielle, c'est-à-dire que les gens viennent pour habiter. Donc il y a un grand enjeu, c'est la campagne comme un cadre de vie résidentiel. Et c'est un enjeu important parce que les campagnes, depuis les invasions barbares du 4e ou 5e siècle, dans l'Ouest, on n'a jamais vu personne. Alors vous, dans le Poitou, vous êtes un lieu de passage. Mais autant vous dire qu'en Bretagne, ils ont eu la gentillesse de venir jusque chez nous au 4e siècle, mais on n'a jamais vu personne venir. Hein. Donc c'est quand même une question nouvelle pour les campagnes, accueillir des gens. Hein. Donc la campagne comme cadre de vie. Alors, vous allez me dire, oui, c'est simple, hein. on va faire des lotissements. Voilà. On va faire des lotissements, comme ça, on va accueillir des gens. Sauf que le lotissement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, pourquoi ? Parce que notre société, les gens qui arrivent, les jeunes générations montantes, eh bien, elles vivent dans un imaginaire qui est l'imaginaire... Alors, j'ai mis du tourisme, peut-être que le mot vacances, ce serait peut-être plus neutre. Hein, parce que tourisme, on s'imagine tout de suite la grosse infrastructure de bord de mer. Hein. Alors on va dire l'imaginaire des vacances. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ça, c'est la notion d'imaginaire, de champ de l'imaginaire, c'est un concept de Jean Viard, qui est un sociologue. Jean Viard dit « Toutes les sociétés ont un imaginaire collectif ». Et cet imaginaire collectif s'incarne dans des lieux symboles. D'accord ? Alors, par exemple, lorsque nous étions des paysans qui extrayions durement notre nourriture de la terre, notre imaginaire collectif, c'était les pays où on était nourri sans travailler. L'imaginaire compensant ce qu'on n'a pas. Donc, les pays, c'est quoi ? C'est le paradis. C'est l'imaginaire de l'abondance. C'est les pays paradisiaques, les jardins luxuriants, où on a à manger en abondance sans travailler. Et donc pour nos ancêtres, les lieux symboliques de ça, c'était les bons pays. Les bons pays, c'était les pays fertiles, où les gens vivaient bien sans trop travailler. Donc peut-être que pour nos ancêtres, une région comme la Beauce serait un lieu idéal qui les ferait rêver. Ce qui n'est pas notre cas, ou plus notre cas. Après, dans la période industrielle, on entre dans l'imaginaire de la modernité. C'est-à-dire que l'idée de la révolution industrielle et du développement matériel, c'est que le développement matériel allait nous conduire au bonheur. Voilà. Donc on allait être libéré par la machine. Hein, donc c'est la machine qui libère. Donc c'est l'électroménager qui libère la ménagère, le tracteur qui libère le paysan, etc. Donc la machine qui nous libère, le progrès matériel va nous emmener au bonheur. C'était tellement évident qu'on a dit que notre but, c'est devenu le développement. Le développement, vous comprenez bien que le développement, c'est un processus. En aucun cas, ça pourrait être un but. Vous imaginez, on développe, on est gros, on éclate. Hein, le développement, c'est un processus, ça ne peut pas être un but. Pourtant, c'est devenu notre but. Il faut se développer, Pourquoi ? Parce que le progrès matériel va nous emmener au bonheur. Donc, dans le XXe siècle, l'idéal des gens, c'est la technique, la science, c'est la ville en fait. Hein, le béton. Par exemple, regardez les comédies populaires en film des années 60, et ils adorent aller à Orly. Voilà. Ils vont toujours chercher quelqu'un à l'aéroport, à Orly, dans les escalators.
Et les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, les escalators. Ils adorent ça. C'est vraiment la modernité. Et il y a un film que vous connaissez sans doute, je crois que c'est Mon oncle, hein, où il y a le contraste entre la ville ancienne, populaire, des vieux centres-villes, et puis la ville moderne, la ville mécanisée, où il va voir sa sœur avec ses portes qui s'ouvrent, qui se ferment, le jet d'eau qui s'allume. Enfin. Donc ça, c'est l'imaginaire de la modernité. Et ce qui fait rêver les gens, ben c'est ça, c'est la ville moderne. Il faut être moderne. La technique. Aujourd'hui, eh bien, il faut prendre conscience qu'on est dans l'imaginaire des vacances. Notre société a pour imaginaire les vacances. Bah, dans une société où, au fond, le travail est très problématique, eh bien, une façon de s'en échapper, c'est d'imaginer qu'on n'aurait pas besoin de travailler. Et donc, on va vivre dans ce monde merveilleux où on va mettre de côté tous les problèmes de chômage, de revenus, etc., etc. Et puis, on va être en vacances permanentes. Et donc, notre imaginaire, nos lieux idéaux de notre société, ce sont les endroits de vacances. La mer en premier. Mais vraiment, les endroits de vacances nous font rêver. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est notre idéal. Mais ça a des impacts sur l'habitat et sur la façon d'aménager qui sont énormes. Ça a des impacts sur le logement. En particulier, il faut une maison, donc notre idéal, c'est la maison de vacances. Donc il faut une maison, l'idéal, c'est terrasse, barbecue, piscine. Alors évidemment, chacun n'arrive pas à accéder à ça, parce que ça coûte très cher. Alors, mais si on n'a pas la piscine creusée, ben, c'est pas grave, on a la piscine qui se gonfle. Et pour les fêtes des enfants, les anniversaires des enfants, il y a la petite piscine pour les enfants. On invite ses amis à prendre l'apéritif sur la terrasse, etc. Et regardez, alors je pense que ça, à Angoulême, j'ai pas eu le temps de beaucoup visiter Angoulême, mais regardez la place que prennent les balcons, les terrasses. Aujourd'hui, on ne peut pas construire de logement sans avoir un balcon, une petite terrasse. Jean Viard dit même que, même dans du logement social, il faut une pièce privative extérieure. Même dans du logement social, parce que sinon, on prive ces populations de la plus élémentaire des relations sociales de notre époque. Hein. Donc Jean Viard explique que avant, la sociabilité se faisait au travail. Mais forcément, on était dans une usine à peu près à vie. Et cette usine, elle avait souvent, il y avait l'équipe de foot, le syndicat, etc. Et donc, la vie collective et sociale s'opérait dans le cadre du travail. Aujourd'hui, la vie sociale ne se fait plus dans le cadre du travail, d'abord parce que on ne s'identifie pas à son travail autant puisqu'on n'est pas sûr de rester là. Et puis, on est dans une société tellement compétitive que nos collègues de boulot sont devenus nos principaux concurrents. Donc, ce ne sont pas nos amis. Donc, nos amis, on va les trouver ailleurs. Et on va les trouver parce que au sport, quand on fait du sport. On va les trouver dans les copains-copines des enfants à l'école, qui vont devenir, enfin les parents devenant... Et du coup, on a une privatisation des relations sociales qui se font dans la maison. Et la règle de notre société, eh bien, c'est de boire l'apéro sur la terrasse, ça fait vacances. Hein? Alors, s'il y a le barbecue et la piscine, alors là, on est... Voilà. Regardez la télé-réalité. La télé-réalité, c'est ça. Des gens qui ne travaillent pas, ils n'ont pas de problème financier, ils ne travaillent pas, ils passent leur temps à ne rien faire au bord de la piscine. Donc, ça a un impact sur notre logement. Mais ça a un impact aussi sur les aménagements, sur le bourg. On a envie, quand on sort de la maison, de se croire comme en vacances. Alors, moi je dis toujours aux élus, vous voulez savoir comment aménager votre bourg, c'est très simple, allez faire le tour des bourgs touristiques. Regardez le plus beau village de France, l'émission à la télé, et puis vous allez voir, c'est ça le rêve. Alors c'est quoi le rêve? Eh bien c'est tout le contraire de la modernité. En fait, notre rêve, le bourg rêvé, c'est le bourg qui n'a pas de route, enfin pas de grande route, pas de supermarché, pas de zone industrielle et pas de lotissement. Le bourg qui n'a pas connu la modernité. Alors vous voyez, le challenge, vous commencez à percevoir le challenge qui s'annonce. Hein. C'est-à-dire comment faire pour avoir des voitures, des supermarchés, tout en ayant l'air de ne pas en avoir. Hein, c'est ça le truc qu'il va falloir trouver. Donc ça a un impact sur les lieux de vie.
Donc, allez visiter, je ne sais pas, Saint-Cyr-la-Popie, Locronan, enfin bon, et voyez, pendant les vacances, vous prenez des idées, les stations balnéaires, enfin bon, bref. Mais ça a un impact aussi sur le travail. Alors, au travail, ça a commencé dans les années 90 avec ce qu'on appelait le Friday Wear. Friday Wear, ça veut dire les vêtements du vendredi. À partir des années 90, à partir du vendredi dans les bureaux, on avait le droit d'enlever la cravate et de mettre un polo et peut-être même un jean. Bon, vous voyez que ça s'est bien diffusé, parce que maintenant, c'est pratiquement du lundi au vendredi où on est en polo et en jean au travail. Donc, le Friday Wear. Et puis, mais ça continue. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans des grandes entreprises américaines branchées, on enlève le bureau. On fait croire aux gens que c'est cool, voilà, on peut avoir un pouf pour travailler, on vous met le baby-foot dans un coin, vous avez le droit à la pause du midi, il y a le barbecue pour manger dehors avec les collègues, voilà, le midi, on peut manger un barbecue. Donc, c'est la fin du bureau meuble. On voit aussi comment la cafette, vous voyez, la machine à café, plus la secrétaire à côté dans son bureau, ça fait la modernité, ça fait moderne. Maintenant, il y a des fusions, c'est-à-dire que la machine à café et la secrétaire avec son bureau se fusionnent et ça fait un petit café. Donc à l'entrée de l'entreprise, on a une sorte de petit bar où la secrétaire fait en même temps barmaid un peu et répond au téléphone, mais ça devient un petit bistrot. On transforme la fin en... Donc ça va jouer sur aussi la qualité de l'environnement de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, travailler dans une zone industrielle, dans un cube métallique, sur le rond-point, morne pleine, à la sortie du bourg, qu'on ne voit plus, eh ben, ça ne fait plus rêver personne. On aurait envie de travailler dans des bureaux avec vue sur la Charente, vue sur la vieille ville, voilà. Et souvent, il y a des bâtiments, des vieilles usines du 19e siècle qui sont au bord des rivières dont on ne sait plus trop que faire. Bien, moi, je pense que l'avenir des ateliers relais, il est là. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a des choses, bien sûr, il y a des choses qui n'iront pas là. Mais dans une société immatérielle, de production immatérielle, donc plutôt de bureaux, il n'y a rien qui nous empêche d'envisager des choses comme ça. Ça a un impact sur la consommation. Notre rêve, notre idéal inaccessible dans notre mode de vie, mais quand même, ça nous fait rêver, c'est le marché de Provence. On voudrait avoir notre petit panier, puis aller de petits magasins. Voilà. Alors, et donc, c'est totalement opposé à l'hypermarché. L'hypermarché ne nous fait plus rêver, alors que il y a 40 ans, ça faisait rêver, et on y allait, et on se promenait, et c'était super. Donc aujourd'hui, l'hypermarché ne fait plus rêver, et donc vous voyez comment les parts de marché des hypermarchés stagnent, comment les hypermarchés se redécoupent, c'est-à-dire qu'on va avoir... alors, je ne fais pas de la pub, hein, mais enfin, vous comprenez, il y a Leclerc Culture, Leclerc Meuble, Leclerc, je sais pas, Fleuriste, Leclerc machin. Donc, les magasins se redécoupent en plus petits magasins pour faire un petit peu plus boutique. Regardez aussi comme les centres commerciaux jouent sur le côté touristique, c'est-à-dire les arbres des parkings des hypermarchés sont toujours des arbres de vacances. Dans la région, ça va être des pins. Dès qu'on va un peu au sud, c'est des palmiers. Voilà. Les galeries commerçantes, ça fait vacances. Il y a des cafés, vous voyez, il y a des bannes avec des parasols, alors même qu'il n'y a aucun risque d'avoir du soleil. Mais vous voyez qu'on essaie de créer des environnements un peu vacances. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que notre imaginaire est créatif de la réalité. C'est pas juste, on voudrait bien être comme en vacances tout le temps. Non, c'est on voudrait bien être comme en vacances tout le temps, mais ça va avoir plein d'impacts sur notre façon d'habiter, notre mode de vie et tout ça. Donc l'enjeu, vous l'aurez compris, c'est que les campagnes, elles accueillent, mais elles accueillent en offrant un cadre de vie en résonance avec cet idéal touristique. Parce qu'évidemment, si vous faites une grande route avec des lotissements à côté du supermarché, ben vous allez être complètement à côté des attentes des générations qui viennent. Hein, et vous comprenez aussi que des fois, il y a des incompréhensions entre des élus et une population parce que les gens ne sont pas dans le même imaginaire. Parce que bien sûr, il y a des gens parmi nous qui sont dans l'imaginaire de la modernité, qui pensent, qui ont passé l'essentiel de leur vie dans l'imaginaire de la modernité, et même s'ils vont avoir quelques sensibilités à cet imaginaire des vacances, ils sont quand même encore très ancrés dans l'imaginaire de la modernité. Donc c'est comme ça que parfois,
il y a des élus qui veulent goudronner, je ne sais pas, dans des petits passages dans les bourgs, les élus veulent goudronner parce que ça fait propre, ça fait moderne, alors que les gens qui habitent, ils auraient voulu une petite venelle rurale qui fait vacances, avec un petit peu peut-être des gravillons, et puis des roses trémières sur le bord. Alors qu'on leur fait un goudron, des pots avec des géraniums lierre. Parce que c'est moderne, vous comprenez? Donc, et c'est important de comprendre que ces imaginaires, bah, parfois, ça bug un peu. Et il y a des incompréhensions. Alors, quels sont les leviers pour agir? Pour avoir quelques pistes, moi je vais vous proposer quelques pistes. Après, vous, je suis sûre que vous avez 1000 autres, mais c'est pour pas vous laisser en plein milieu sans aller vers des pistes. Donc moi je pense que comment est-ce qu'on peut, l'urbanisme rural contemporain doit être en résonance avec l'imaginaire des vacances. Ça veut donc dire que il va falloir qu'on pose la question de la beauté. Alors les architectes, je suis sûre qu'ils vont avoir les cheveux qui se hérissent sur la tête. Il n'empêche que la beauté et la qualité en aménagement, on voit très bien que la phase moderne a correspondu quand même à une urbanisation par des grandes emprises en lotissement standardisé. Voilà. Et on a produit des choses qui n'étaient pas jolies. On pourrait même dire que c'est moche. Hein. Et quand on se promène dans les campagnes et dans les périphéries des bourgs et même des villes, hein, pour l'essentiel, c'est moche. Bon. Y a quelqu'un qui disait qu'est-ce que c'est que le moche? C'est le lait généralisé. Hein. Donc la France, enfin, il y a beaucoup de paysages qui sont devenus moches. La beauté, qu'est-ce que c'est? Il y a un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir qui dit que, un philosophe des religions, qui dit que finalement, quand on observe les sagesses du monde entier, il y a 6 valeurs universellement partagées par les humains, qui sont l'amour, la vérité, le respect, la justice, la liberté et la beauté. Mais la beauté, c'est pas ce qui est beau. Là, il veut dire la beauté, c'est tout être humain a un désir d'émerveillement. D'émerveillement intellectuel, d'émerveillement sensoriel. Voilà, on se dit, waouh, on a besoin en tant qu'être humain de beau. Hein, il y a un petit bouquin qui est très très bien, moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle L'architecture du bonheur, qui pose la question, est-ce que dans l'architecture, dans l'aménagement, on peut produire du bonheur et de la beauté. Il y a des études qui ont montré, des études qui ont montré que l'être humain, vous savez, je vous ai dit, on était des chasseurs-cueilleurs. L'être humain, en fait, il est fait pour vivre dans des environnements et s'adapter dans des environnements inconnus. Donc, on a besoin dans les environnements inconnus, c'est changeant. Donc, on est fait pour vivre dans des environnements changeants. Et quand on est dans un environnement inconnu, un être humain, mais c'est un peu pareil pour les animaux, je crois, eh bien, on va voir. Si on croise un autre humain, on se dit, mais est-ce qu'il est gentil? Qu'est-ce qu'il veut? Et donc, on a des comportements spontanément prosociaux. On va aller voir les gens, tâter le terrain. Voilà. Et donc, l'être humain est fait pour des environnements changeants. Et dans des environnements changeants qui le stimulent, il a des comportements prosociaux d'aller voir un peu ce qui se passe. Il est curieux, il pose des questions et voilà. Des études ont montré que dans des environnements standardisés et monotones, l'être humain n'est pas dans son environnement normal, bon pour lui. Et donc, dans les environnements standardisés et monotones, les êtres humains deviennent anxieux et ils ont des comportements antisociaux. Et donc, il faut réintroduire, donc ces chercheurs-là disent qu'il faut réintroduire de la beauté et de la cacophonie. Il ne faut pas que tout soit pareil, tout lisse, avec toujours tout droit. Hein, il faut quelque chose, peut-être... Et donc, moi, je dis souvent aux élus, je dis gentiment parce que, et puis on est entre nous, hein, c'est pas un jugement, parce que c'est pas facile d'être élu. Je dis souvent aux élus, dans les PLU, il n'y a pas de projet. Hein, souvent, on parle beaucoup d'urbanisme, mais il faut être honnête, il n'y a pratiquement jamais d'urbanisme. En fait, il y a une juxtaposition de programmes immobiliers. On va dire, on va faire un lotissement, et puis un lotissement, et puis le supermarché, on va le mettre là, on va étendre la zone, voilà. Et on va juxtaposer comme ça des projets, des programmes immobiliers. Mais la juxtaposition de programmes immobiliers ne fait pas de l'urbanisme.
ça ne fait pas un bourg, ça ne fait pas une ville. De l'urbanisme, c'est vraiment politique au sens noble du terme, c'est-à-dire comment on a envie, c'est quoi pour nous un bourg? C'est quoi? Comment on vit ensemble? Qu'est-ce que vous appelez un bourg? Qu'est-ce qu'on appelle une petite ville? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc souvent les PLU, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Il y a des juxtapositions de programmes immobiliers, mais il n'y a pas de projet politique. Par contre, la réglementation du PLU tatillonne. Et la distance à la route, et la pente du toit, et patati et patala. Résultat de l'affaire, standardisation. Parce qu'au bout du compte, une fois qu'on a répondu à toutes les règles, on est dans la standardisation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait aller vers des projets de bourg politiques assez forts. Après, il faut tenir ça. Mais un petit peu libérer la créativité habitante. Alors, peut-être pas pour faire quelque chose de n'importe quoi, mais un peu libérer la créativité habitante. Et peut-être que une maison bleue à l'entrée du bourg, tout le monde dira c'est après la maison bleue, et après la maison, moi j'habite après la maison bleue, avant la maison bleue, tu vois la maison bleue. Et pourquoi pas? Bon, il y a peut-être une dose à trouver dans quelque chose comme ça. Bien sûr, la question de la primauté des réponses locales, on voit très bien qu'une des questions très importantes aujourd'hui, c'est la place fondamentale prise par la promotion immobilière dans l'aménagement. Et voilà, je pense que les élus, c'est important qu'ils prennent le pouvoir, même si évidemment ça sera négocié et c'est difficile, mais c'est important d'avoir des réponses locales. Parce que si on veut avoir un imaginaire touristique, si on veut, on voit bien, on est passé d'une urbanisation de grandes emprises sur les terres agricoles. Aujourd'hui, cette proposition du lotissement, ça ne va pas. Il faut qu'on retravaille sur les centres-bourgs. Il faut qu'on économise l'espace, parce que l'espace est fini. Et donc, on va être sur du travail de dentelière. On va être sur du travail d'encreuse, de réaménagement, de destruction, reconstruction. Donc, voilà, c'est important que les élus aient conscience de leur pouvoir politique. Il va falloir réfléchir à intensifier la vie dans les bourgs. La modernité, c'est la période du zonage. Le zonage, c'est-à-dire qu'on a fait des zones commerciales, des zones d'activité, des zones industrielles, des zones résidentielles, donc les lotissements. Et on voit bien que ça ne crée pas de vie. Pourquoi ça ne crée pas de vie? Parce qu'il n'y a pas de multiplicité d'usages. C'est-à-dire que les gens sont dans un coin la journée, ils sont dans un autre coin la nuit, et donc à l'inverse, on ne voit personne. Et donc, il va falloir retrouver de la mixité. De la mixité des activités. Aujourd'hui, dans une société où on est plutôt sur du tertiaire, il y a plein de choses qui peuvent être mises avec de l'habitat, dans du centre-bourg. Moi, je le dis aussi souvent, aujourd'hui, c'est dramatique d'aller mettre toutes les intercommunalités dans les zones industrielles périphériques des bourgs. Et après, on se lamente, mais le bourg, il est dévitalisé. Même la puissance publique, elle est partie. Enfin, je veux dire, même la collectivité, elle a abandonné son bourg. Donc, voilà. Donc, c'est important de songer à la mixité des centres-bourgs. Alors vous allez me dire, ça coûte cher, ça va coûter cher rénover les bourgs. Mais le problème, c'est qu'à force de faire dans du pas cher, ça finit par coûter très cher. Ça coûte la vie sociale, ce qui est énorme. Donc, réintégrer la mixité. Je pense aussi qu'il va falloir complètement inverser la chaînage de réflexion qu'il y a en aménagement. Aujourd'hui, ça se passe comme ça souvent. En général, moi j'ai participé à des conseils de développement, des conseils municipaux. On commence par se mettre en commission. Hop, on sépare la commission économique, voilà, les affaires sociales, voilà, chacun est dans son coin. Voilà, et finalement, on se retrouve à un moment donné autour d'un document, donc le PLU, qui est à plat. C'est un document à plat, c'est une feuille de papier. Et chacun va y aller de sa commission et de son truc. Bon, très bien. Et bon, donc on fait des choix, et puis on réalise, et puis on crée un paysage. C'est-à-dire une réalité 3D. Mais cette réalité 3D, on la découvre une fois qu'elle est faite.
on la découvre une fois qu'elle est faite. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réalité 3D, qu'on découvre une fois qu'elle est faite, eh ben, les gens y vivent dedans. C'est ça qui va faire leur cadre de vie et leur expérience humaine. Donc, la première chose à bien comprendre, c'est que nos choix, ils s'appuient sur quelque chose qu'on ne nomme pas assez, mais qui sont nos représentations mentales. On a des représentations. Quand on fait des choix, on a des représentations. Une maison, c'est comme ça. Voilà. Il y en a, par exemple, on pourrait poser la question de, je sais pas, la yourte. Voilà. La yourte, on va dire, oh non, pourquoi? Ben, parce que c'est pas dans nos représentations mentales, c'est pas, voilà. Donc, il faut comprendre on est porteur de représentations mentales qui parfois mériteraient peut-être d'être réinterrogées. En tout cas, en avoir conscience. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et donc nos représentations mentales vont influencer nos aménagements. Mais ce qu'il faut comprendre après, c'est que ce paysage, ces aménagements, ils ont un impact sur les sensations. Bah, ça, c'est facile à comprendre. On a 5 sens, voilà, l'ouïe, la vue, etc. Donc un aménagement, ben, ça va agir sur nos sens. On va dire, ah, c'est venteux, c'est ensoleillé, c'est bruyant, autrement c'est calme. Voilà. Donc ça va agir sur nos sens. Mais maintenant, on sait, avec tout un développement de ce qu'on appelle la psychologie de l'environnement et tout ça, on sait que ça agit aussi sur nos comportements. Allez, je prends toujours cet exemple parce qu'il est très simple, hein, le parking à vélo. Donc, des chercheurs font une expérience. Ils font un parking à vélo. Premier parking à vélo, très bien, très beau, très propre, très bien aménagé. Un deuxième parking à vélo, ils le font sale, avec des tags, ils mettent des mégots, des chewing-gums, etc. Et puis, les chercheurs laissent les parkings à vélo pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, ils viennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le parking à vélo, qui était propre et beau, il est resté beau et propre. Et le parking à vélo qui était dégradé, il est encore plus dégradé. Ça montre que quand on propose des environnements dégradés, en fait, les gens les dégradent. Peut-être c'est une sensation aussi d'être dégradé de la population qui vit là. Donc, on voit la même chose, par exemple, moi je suis toujours très étonnée comment les endroits qui sont très jolis, des bords de rivières, etc., les gens, en plus, participent. Ils mettent des fleurs, ils vont peindre de façon plus colorée. Donc, dans les endroits qui sont beaux, les gens embellissent, et dans des endroits qui auraient bien besoin d'être un petit peu embellis, les gens n'embellissent pas du tout, voire en rajoutent en mettant... Enfin, c'est vraiment pas soigné. Donc, c'est très important de comprendre que les aménagements que vous proposez, en fait, influencent les comportements des gens. Et donc, parfois, on génère nous-mêmes les problèmes. Et puis, bah, bien sûr, ça va influencer l'expérience du lieu, des gens qui habitent, et donc leur représentation mentale. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des cas aussi où les gens, par exemple, un élu va dire « Oh, mais nous, on vit dans une petite commune rurale, voilà, c'est rural. » Parce que lui, il a vécu là depuis longtemps et il trouve que c'est rural. Il est dans le champ de l'imaginaire de la modernité. Il construit des lotissements partout, il goudronne, voilà. Et les gens, leur représentation mentale, ça va être de dire bah, c'est une banlieue, on est dans la banlieue de Angoulême. Voilà. Donc vous voyez le décalage qui peut se créer comme ça. Donc c'est important, et je pense que moi, l'aménagement d'avenir, il faut le faire là-dessus. C'est-à-dire que plutôt que partir sur qu'est-ce qu'on fait, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut offrir comme expérience du lieu aux gens qui habitent ici. Est-ce qu'on a envie qu'ils aient l'impression d'habiter à la campagne? Et s'ils ont l'impression d'habiter à la campagne, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, quels sont les choix qu'il faut qu'on envisage pour travailler en fait cette expérience plutôt rurale? Donc ça, c'était ce qui concerne la campagne comme un cadre de vie pour accueillir des populations. Je vais poursuivre avec le balancier des pratiques, mais vous allez voir que tout se superpose et se recoupe. Hein. Les pratiques. Il me semble que nous sommes en train de passer d'une société qui a pour idéal, enfin, l'émancipation, qui passait par la ville, à la recherche d'une convivialité plutôt de type villageois. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand nous étions des paysans, nous vivions de façon communautaire.
l'individu, il n'avait pas tellement son mot à dire. Alors, le plus simple, hein, par exemple, le mariage, c'était une affaire de communauté, ce n'était pas une affaire individuelle. Donc on avait des gens qui vivaient dans des communautés familiales, élargies, communautés paroissiales, on se connaissait, voilà. Donc on vivait en communauté. La phase industrielle, la phase de la modernité, ça a été une grande phase d'émancipation de l'individu. C'est l'individualisation. Et aujourd'hui, il me semble que les jeunes générations sont tellement individualisées, elles souffrent d'individualisme, que elles sont dans le désir de reconstruire du lien, des communautés. Mais pas des communautés comme dans le temps. On ne va pas revenir dans le passé. Puis c'est pas souhaitable, on ne tiendrait pas une journée dans une société communautaire. Mais faire des communautés d'individus. Alors je vais vous prendre une métaphore qui peut-être est... Voilà. Ici, on vivait comme un roc dans une carrière. Là, on a débité des pavés. Et la question maintenant, c'est de savoir comment on va faire une maison commune. Donc, la communauté paysanne, voilà, la paroisse, la famille, on était enracinés, il y avait une interconnaissance, il y avait quand même un contrôle social qui était quand même pas évident. L'individualisation, elle ne pouvait passer que par la ville. Ben, bien sûr, la campagne, c'est le lieu de la communauté. Alors, si l'individu, pour se libérer, pour s'émanciper, eh bien, il allait vers la ville. Et cette individualisation, elle est passée par le salaire individuel, la voiture individuelle, la maison individuelle, la consommation de masse. Je vous rappelle que, moi j'ai mon voisin qui est un agriculteur qui doit avoir 85 ans. Il m'expliquait que quand il s'est installé au début, il était marié, il vivait avec sa femme, avec ses parents. Mais il n'avait pas de salaire individuel, il n'avait pas d'argent. Il travaillait, il était nourri, logé, blanchi, mais il n'avait pas d'argent liquide. Hein. Donc il était obligé de travailler le dimanche ailleurs pour essayer d'avoir 3 francs 6 sous pour avoir quelque argent pour lui. Donc ça peut nous paraître très lointain, mais en fait, il faut se rappeler que dans les années 50, ce n'était pas une évidence. Le salaire individuel, de la même façon que les jeunes adolescents qui travaillaient donnaient leur salaire à la maison. Hein. Donc le salaire individuel, la voiture individuelle, donc la mobilité, et puis la maison individuelle, c'est enfin seul, sans pépé, mémé et les vieux tontons qui ne s'étaient pas mariés. Hein. Donc enfin seul. Et non seulement c'est enfin seul à la maison, mais le jardin, on va le clôturer avec une haie pour ne pas voir les voisins. Mais non, le but, c'est de s'individualiser, c'est pas d'aller... on les connaît, les gens de l'à côté. On n'a pas, justement, on a envie d'être tranquille. Donc, le modèle du lotissement, pour moi, a correspondu très bien à cette époque, et c'était un modèle émancipateur pour l'époque. Hein, émancipateur. Il y a des gens qui en disent beaucoup de mal aujourd'hui, mais... La question n'est pas de revenir sur le passé, ça a été une époque avec un besoin. Aujourd'hui, on a d'autres besoins, les jeunes générations, elles ont d'autres besoins. Les jeunes, eux, ils sont dans une société très individualiste, même presque, certains parlent d'une culture de l'égoïsme qui n'est pas naturelle à l'être humain, hein, qui est une construction de notre société. Et donc, on va avoir des jeunes générations qui vont rechercher la communauté. La communauté, les réseaux sociaux, on connaît, mais ça va être aussi la communauté par l'achat en commun de matériel. Alors moi, je leur dis toujours, ça existe, hein, ça s'appelle une PUMA. On peut acheter du matériel en commun. La cohabitation, alors la cohabitation, c'est une forme, c'est une cohabitation choisie. Hein, on est dans quelque chose qui est choisi, on n'est pas du tout dans un retour au passé. Ça va être aussi une économie circulaire, du recyclage. Et vous voyez que ça, économie du partage, cohabitation, recyclage, on est vraiment dans ce qu'était la société paysanne. Hein. Et donc, l'enjeu numéro 2, à mon avis, c'est la campagne comme cadre de vie, en résonance avec l'imaginaire touristique, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à valoriser la campagne comme un mode de vie. Un mode de vie convivial, durable, en résonance avec cet idéal de la communauté, d'essayer de refaire des liens collectifs. Et vous comprenez pourquoi
Les jeunes générations, eux, ils en ont marre de lait parce qu'ils ont envie d'aller boire l'apéro avec les voisins. Ils ont envie de... Alors, ils se réapproprient l'espace public, des bords de rivière, etc., pour aller faire l'apéro, des pique-niques, même si c'est à côté de chez eux. Bon. Donc, ils réinvestissent l'espace public. Alors, je vous ai mis cette couverture-là parce que, vous avez vu, c'est le magazine du département de la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, c'est quand même c'est le département de Nantes, donc quand même très urbanisé. Et c'était juste avant les élections, c'était en 2016, donc il y avait une série d'élections. Donc c'était le citoyen idéal. Le citoyen idéal de la Loire-Atlantique avec sa carte d'électeur dans sa poche. Bah, vous voyez que le citoyen idéal de la Loire-Atlantique, quand même, c'est plutôt un gars de la campagne. Hein, donc il a une poule dans les bras, il a un manuel, c'est pas, je veux dire, il y en a pas, c'est pas le stéréotype du Nantais, on est d'accord. Hein, il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans l'agglomération nantaise. Donc c'est très intéressant de voir comment finalement le citoyen qui s'engage, qui a un esprit de communauté, convivial, hein, bah, en fait c'est plutôt un gars de la campagne. Donc il y a vraiment la campagne comme mode de vie, convivial, recyclage, etc. Bon, à valoriser. Quel est le levier, à mon avis, pour agir? Eh bien, le gros problème de la campagne par rapport à ça, c'est que la campagne n'est pas fière de son mode de vie. La campagne n'est pas fière d'être la campagne. La campagne, je vous l'ai dit au début, hein, elle a eu un effondrement. En France, l'exode rural, il a duré 6 générations. Ça a été très long, très très long. Hein. Par exemple, en Espagne, en Andalousie, ça s'est fait en 2 générations. Ils ont perdu plus d'habitants, toute proportion gardée par rapport à la France, en 2 générations que eux, c'était très brutal. 1950-1970, l'Andalousie s'est vidée dans les campagnes. La France, c'est un pays très anciennement industrialisé. Et l'exode rural s'est opéré sur 6 générations. Cet exode rural n'a pas forcément saigné toutes les campagnes, notamment les campagnes fécondes n'ont pas été saignées, hein, comme la Bretagne. Ils n'ont pas perdu. Alors, certaines régions de France ont quand même perdu beaucoup, d'autres moins, ça dépend. Aujourd'hui, ce que je regrette toujours, je dis toujours qu'aujourd'hui, la ville, elle veut faire campagne, mais la campagne, elle veut faire moderne. Hein, donc, il ne s'agit pas d'être en retard d'un wagon. Quand je dis la ville, elle veut faire campagne, moi, je prends beaucoup l'exemple de Nantes. Hein, au pied du château des Ducs de Bretagne, là, ils ont planté un verger. Au bord de l'Erdre, là, ils font des jardins partagés avec des guinguettes, où parfois c'est pas forcément très authentique, c'est-à-dire on s'amuse à faire un peu le gars du coin, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas toujours très authentique. Il y a des marchés bio, on fait de l'agriculture urbaine, vous voyez, il y a même ce problème-là, c'est que la campagne, elle dit rien. La campagne, elle dit rien et elle veut faire moderne. Je crois qu'il est temps que la campagne se réveille, se lève, et de dire, mais oui, on a un mode de vie qui a été considéré comme totalement ringard. Voilà, recyclé, il y avait le grand-père qui gardait toujours tout un tas de ficelles et de trucs, on disait, il y a le bricot machin, c'est voilà. Mais donc, ce recyclage, voilà, on a dit, tout ça c'est ringard. Mais vous voyez, au début, vous êtes démodé, après vous êtes ringard, puis à un moment donné, vous revenez à la mode. Vous voyez, c'est un petit peu comme Pierre Rabhi. Vous voyez, Pierre Rabhi, je pense que dans les années 70, ça devait être le gars jugé le plus en retard de tous. Et puis voilà, on revient. Donc c'est un peu pareil. Et la campagne ne dit rien, alors que médiatiquement, la ville occupe tout l'espace médiatique sur cette mutation. C'est-à-dire qu'on voit agriculture urbaine. Il y a même du compostage urbain, alors je ne sais pas ce que c'est. Hein. Moi, j'ai été invitée, par exemple, à fêter les 1 an du compost de Paris. Alors j'ai dit, c'est super, hein, qu'il a 1 an, ça m'a étonné, hein, parce que moi, j'en ai depuis longtemps chez moi, et puis il y en a partout. Mais voyez comment, en fait, la ville est très friande, très capable de valoriser tout ça. Même parfois, elle donne l'impression qu'elle l'invente. Hein, on parle de la permaculture, il y a des choses très intéressantes, mais la plupart des gens qui utilisent ce mot en parlent comme pour dire du potager, quoi. Et tout le monde a l'impression de faire la permaculture. Ils font complètement l'impasse sur 10 000 ans d'expérience humaine de l'agriculture. Hein, on a l'impression qu'ils inventent l'agriculture. Ils font leur révolution du néolithique. Et donc, aujourd'hui, médiatiquement, il n'y a que la ville qui a parlé de ça. Et pourtant, les campagnes auraient fort à offrir, mais pour ça,
il faut qu'elles soient fières de la campagne, de leur mode de vie, etc. Des choses qu'elles peuvent offrir à la société qui est en émergence. Troisième balancier, le balancier des valeurs. Il me semble que nous sommes une société qui passe du matériel à l'immatériel et qui passe de la question de l'avoir à l'être. Là aussi, ça nous ramène à peut-être la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide des besoins, hein, les besoins humains fondamentaux. Et puis, voilà. Eh bien, on peut dire que c'est un peu comme une pyramide de Maslow. L'ère paysanne, son souci premier, c'était la sécurité alimentaire. Dans la période de la modernité, eh bien, on a été sur un progrès matériel. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un progrès immatériel qu'on va appeler le développement personnel. Donc la question et on voit que cette transformation, elle touche aussi bien collectivement qu'individuellement. Individuellement, il y a énormément de gens qui font un travail de psychothérapie. Voilà. C'est-à-dire que la question, c'est au-delà de ma réussite matérielle, ben, je suis qui, je veux quoi, c'est quoi mon but? Voilà. Et on le voit bien aussi que cette question des valeurs, elle nous touche collectivement dans la société. Il y a je veux dire, depuis quelques années, on a beaucoup de débats sur la question des valeurs. Hein, c'est-à-dire dans un monde un peu flou, quels sont nos invariants? Quels sont nos invariants? Quoi qu'il arrive. Hein, on ne sait pas. On est dans un monde très mouvant d'un point de vue géopolitique. Tout semble pouvoir advenir. Et donc, quels sont nos invariants? C'est-à-dire, quelles sont nos valeurs? Donc, la question du qui suis-je? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on est là? Et cette question fondamentale de qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on veut, elle se pose dans un contexte, et c'est sans doute pas par hasard, hein, mais dans un contexte de la révolution numérique. Et la révolution numérique, elle produit une rétraction de l'espace et du temps. Tout va plus vite, tout paraît tout proche. C'est comme si le temps et l'espace n'existaient plus. Alors, pour vous expliquer ça rapidement, je vais partir de deux bouquins très intéressants que j'ai lus. Un d'un sociologue qui s'appelle Michel Billet. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « La société malade d'Alzheimer ». Et puis, il y a un autre livre d'un médecin, un neurologue, qui est spécialiste de l'épilepsie, qui s'appelle Lionel Nakache. Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'homme raisonnable », comme un réseau. Raisonnable. Sur une réflexion sur le numérique. Et ces deux personnes nous disent à peu près la même chose, à savoir que, si on prend Alzheimer, les gens malades d'Alzheimer, de quoi ils souffrent? Ils souffrent d'un égarement dans l'espace, un égarement dans le temps et un égarement dans la relation à l'autre. Et Michel Billet dit, mais c'est toute notre société qui est malade d'Alzheimer. Toute notre société est égarée dans le temps. Alors, il y a plein d'exemples. Par le passé, c'était les anciens qui expliquaient aux jeunes. Aujourd'hui, en fait, ce sont les jeunes qui expliquent aux anciens. Et même nous tous, je veux dire, tous les 3 ans, le logiciel change, on est tous obsolètes à peu près tous les 3 ans. Il faut tout apprendre. Donc, on voit qu'on est dans une société où vieillir n'a aucun sens, sauf à devenir obsolète, ce qui est quand même très angoissant. On est égaré dans le temps aussi. Par exemple, quand... par exemple, on a un contact très faible avec les saisons, parce qu'on vit dans des environnements qui sont tempérés toute l'année. Peut-être un petit peu plus un peu l'hiver, mais tout juste. Mais il y a des gens qui sont égarés sur du jour-nuit. C'est-à-dire on pourrait vivre hors sol, c'est-à-dire éclairage permanent, voilà, et il y a des gens qui ne voient pas le jour, la nuit. Égaré dans le temps, c'est aussi... alors après, ça a un lien avec l'espace. Donc je vais aborder la question d'égarement dans l'espace. Donc on est égaré dans l'espace. On est égaré dans l'espace, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez être là, et en même temps être en communication avec votre téléphone, avec votre enfant, ou je ne sais pas qui est de l'autre bout de la planète. Donc je ne suis pas sûre que vous soyez bien là. Vous pouvez peut-être être presque rendu en Australie. On est égaré dans l'espace aussi. Par exemple, regardez les enfants par le passé. Enfin moi, quand j'étais enfant, en tout cas, c'était comme ça. Quand on se déplaçait, on regardait par la fenêtre des voitures. On disait voilà, le pont
le pont d'Aquitaine, etc. Allez, regardez les enfants, là on voit les pointes de la cathédrale de Chartres. Enfin, bref. Aujourd'hui, les vitres sont teintées, on ne regarde pas dehors, les enfants regardent un DVD, et personne ne regarde dehors. Mais vous me direz, qui a-t-il à voir dehors, à part des rocades et des machins qu'on connaît parce qu'on les a les mêmes chez nous, hein? Donc, on ne regarde plus dehors. On pourrait voyager comme on pourrait se mettre dans le coffre de la voiture, que ce serait pareil. Le GPS, Michel Billet dit le GPS, mais on se prépare à avoir notre petit collier là quand on sera tous Alzheimer pour ne pas se perdre. C'est la même chose. On a un GPS. Moi, j'ai des étudiants, on avait donné rendez-vous à Perpignan pour faire du terrain dans la région de Perpignan. Des étudiants de géographie. Hein, de géographie. Alors, on leur a dit, alors comment êtes-vous venus? Est-ce que vous êtes venus plutôt Bordeaux, Toulouse ou par l'autoroute du centre? Il y en a qui disaient, ils ont mis le GPS. Ils sont arrivés à Perpignan. Mais ils ne savent pas s'ils sont passés par là ou par là. Hein? Et moi, j'ai même vu une dame qui a un bureau d'études dans une commune qui touche Nantes. Donc il y a des bus, il y a tout. Hein. C'est pas un coin paumé. Et donc cette dame qui avait un bureau d'études me dit, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai une cliente qui vient de me décommander le rendez-vous parce que son GPS est en panne. Alors elle ne pouvait pas venir. Hein? Donc ça vient. Hein? Donc on est égaré dans l'espace. Et puis enfin, on est égaré dans la relation à l'autre, parce que on peut avoir plein de relations, mais de là avoir des amis de cœur et d'être capable de s'exprimer avec une ouverture de cœur, c'est une autre paire de manches. Et ça, c'est Michel Billet dans la Société malade d'Alzheimer, mais Lionel Nakache dit la même chose. Lui, il dit, il appelle ça le voyage immobile, c'est-à-dire on n'a jamais autant voyagé. Pourtant, on n'a jamais été aussi peu dépaysé. C'est-à-dire qu'on peut faire le tour du monde, on part d'un aéroport, on arrive dans un aéroport, tout est strictement pareil, les magasins, tout. Regardez, vous allez les stations balnéaires, voilà, d'un bout à l'autre pratiquement. Alors, bon, le climat fait que peut-être la végétation est un peu différente, mais voilà, les stations balnéaires sont les mêmes. On mange pareil, les gens s'habillent pareil. Je veux dire, il y a 200 ans, vous faisiez 10 km, 15 km, la coiffe avait changé, enfin, vous voyez, mais on n'était jamais allé. Mais aujourd'hui, vous faites le tour du monde, il n'y a rien qui vous dépayse. Bon, peut-être encore l'Inde, peut-être, des choses comme ça, on va aller chercher le dépaysement, mais voilà. Et donc, donc Lionel Nakache appelle ça le voyage immobile. Hein, c'est-à-dire qu'on croit qu'on a voyagé, mais en fait, quand on descend de l'avion, c'est pareil. Donc ces deux auteurs montrent que, en fait, la société numérique produit la vitesse, la mobilité, fait une espèce de rétraction de l'espace-temps. C'est comme si le temps n'existait plus et que l'espace n'existait plus, ou deviennent tellement petits. Or, disent-ils tous les deux, c'est que ce qui fait un être humain, ce qui fait son identité, ce qui fait qu'il se sent exister, c'est qu'il est incarné dans l'espace-temps. C'est-à-dire il est incarné sur la Terre. Et la Terre, c'est un espace-temps. C'est-à-dire j'existe parce que je suis né à un endroit, à une époque. Voilà. Et que si ça n'existe plus, eh bien, en fait, alors pour l'un, il dit, on est comme des malades d'Alzheimer, en fait. Hein, on vit, mais on est complètement paumé. Et Lionel Nakache prend, lui, la comparaison avec l'épilepsie, et il dit, au fond, on est une société comme de zombies, en fait. On est complètement coupé de l'espace et du temps. On est complètement coupé de je suis ici et maintenant. On est un peu partout et tout le temps. Enfin, bon. Et donc, on est un peu, lui, on pourrait dire, on vit un petit peu comme des zombies. Et il dit d'ailleurs, Lionel Nakache, que c'est pas un hasard s'il y a beaucoup d'attaques de zombies dans les films en ce moment. Et donc, vous voyez que, il me semble, quand on voit tout ça, c'est qu'il y a quand même un enjeu qu'il va falloir qu'on prenne en considération quand même. Parce que c'est le bien-être des humains. Hein, je veux dire, si on aménage, c'est bien pour le bien-être des gens. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire des campagnes, des bourgs, mais peut-être aussi des villes, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis venue vous parler à vous de cette question rurale, plutôt. Comment est-ce qu'on peut faire des campagnes? Et je pense qu'elles ont des potentiels plus forts que les villes pour réenraciner les êtres humains
dans un espace et dans un temps. Donc comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Alors, Lionel Nakache lui-même, dans son bouquin, c'est très intéressant parce que c'est un neurologue, il dit, ce que je dis quand même, je pense que ça pourrait intéresser des urbanistes, ils devraient s'y intéresser. Parce qu'il dit, dans notre cerveau, comment on appelle ça, les cellules qui codent, les neurones qui codent l'espace sont les mêmes que ceux qui codent le temps. D'accord? L'espace-temps dans nos cellules, il est ensemble. C'est-à-dire que vous, tout souvenir est spatialisé. Tout souvenir est spatialisé. C'est pour ça qu'il y a une technique de mémorisation, je ne sais pas si vous la connaissez, il y a une technique de mémorisation qui s'appelle la chambre romaine, parce que c'est connu depuis les Romains. Si vous voulez mémoriser votre liste de courses, vous disposez les ingrédients dans une pièce. Vous dites par exemple, voilà, mon escalier, mon escalier est en chocolat. Voilà. Et quand vous serez au supermarché, immanquablement, vous pourrez vous raconter l'histoire et vous avez toute votre liste de courses sans problème. Hein. Cette technique de mémorisation montre le lien fondamental entre le temps et l'espace pour mémoriser. Donc toute notre mémoire, en fait, le temps et l'espace, tout souvenir est spatialisé. Donc, il propose qu'il faut éviter la banalisation. Si tout se ressemble, ben, le temps et l'espace, si tout est pareil dans l'espace, alors le temps se complique. Hein. Donc Lionel Nakache dit il faut vraiment, vraiment, vraiment réfléchir à maintenir la diversité des lieux. Que les villes fassent ville, que le bord de la mer fait bord de la mer, mais que les campagnes fassent campagne, que la Charente ressemble à la Charente et pas à la Bretagne et pas à la Drôme ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on peut travailler ? Comment est-ce qu'on peut réfléchir ? Et même la diversité des lieux, ça peut être aussi que le centre communal, le bourg, ben, ressemble pas au village. Comment est-ce qu'on peut maintenir une diversité des lieux ? Ça passe aussi par le nom des lieux qu'on donne. Hein, vous savez que à force d'appeler tout la rue des Châtaigniers, des Marronniers, des Saules et puis des Goélands, c'est pas des noms d'usage, c'est pas des noms locaux, enfin c'est des noms qui sont très banals aussi. Comment est-ce qu'on peut donner des repères dans l'espace ? Des repères dans l'espace, comment est-ce qu'on marque un centre symboliquement ? Par exemple, il y a beaucoup de gens, les clochers des églises, même si les églises sont peut-être plus très occupées, en tout cas, ils ont une valeur symbolique d'identification, de reconnaissance lointaine, qui sont très forts. Comment est-ce qu'on marque symboliquement les centres ? Comment est-ce qu'on marque les frontières, les limites ? Maintenant, vous sortez du bourg. Maintenant, vous sortez de la commune. Maintenant, vous sortez des Charentes. Ou de la Charente. Je sais pas, voilà. Parce que un jour, en Charente-Maritime, j'ai eu le malheur de dire les Charentes. Et on m'a repris. Alors maintenant, je fais très attention. Les limites, bon, l'espace. Comment est-ce qu'on se repère dans le temps ? Ah oui, l'espace, par exemple. Vous savez qu'il y a des communes rurales qui valorisent le fait qu'on voit le ciel étoilé. Village étoilé. Moi, je demande toujours aux étudiants, comment est-ce que vous savez que vous habitez à la campagne ? Comment vous savez que vous êtes à la campagne ? Je demande ça aux élus aussi. Et un jour, il y a une étudiante qui m'a dit, eh bien, en fait, la campagne, c'est là où on voit les étoiles la nuit. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, la relation avec le cosmos, comment on peut valoriser ça ? Enfin, on peut valoriser plein de choses. Comment on s'inscrit on a des repères dans le temps, les saisons. Le repère des saisons. Comment est-ce qu'on peut se repérer dans le temps, c'est aussi la question du patrimoine. Comment on réintègre le patrimoine dans cet urbanisme rural contemporain ? On n'est pas obligé de le mettre sous cloche. Par exemple, je ne sais pas si c'est la même chose en Charente, mais en Loire-Atlantique, Vendée, il y a beaucoup de villages avec des communs villageois. Donc c'était la place, parce qu'il y a des très gros villages, hein, des gros hameaux, mais qui avaient vraiment une structure qui aurait pu être les petits centres communaux, mais voilà, c'est des vastes communes avec un bourg et puis des gros villages. Il y a des communs villageois. Ça peut être une mare, ça peut être une place centrale, ça peut être, je ne sais pas, un four qui reste. Enfin, bon, bref. Eh bien, en fait, aujourd'hui, les communs, ils ont été inventoriés et on est en train d'essayer de les utiliser dans le mode de vie contemporain en disant aux jeunes qui viennent, voilà, dans le village, il y a un commun, c'est à vous de l'entretenir, mais en même temps, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être le lieu de la fête du village, et ça peut être la fête du four à pain où on fait cuire. Il y a des villages comme ça où ils allument le four à pain et puis ils font du pain, mais aussi chacun peut amener son plat. Et ils le mangent tous ensemble. Chacun vient avec son plat, on met au four
Il y a après des tables, et puis on mange. Voilà. Donc, réutiliser les repères dans le temps, c'est aussi réinvestir les patrimoines qui peuvent être matériels, mais immatériels, sans les mettre sous cloche. Hein. Le but, c'est pas, on va pas revenir à un temps passé qui n'était pas plus idéal que le monde d'aujourd'hui. C'est pareil. Comment revaloriser l'espace public ? Donc la question de la communauté, du lien social, forcément, ça pose la question de l'espace public. Et il faut bien reconnaître que depuis 50 ans, l'espace public, ça s'est quand même souvent limité à la rue et les stationnements. On n'a pas beaucoup pensé à l'espace public. On était dans une période d'individualisation, c'est comme ça. Donc comment est-ce qu'on peut revaloriser l'espace public pas juste pour revaloriser l'espace public, hein, c'est pour revaloriser la relation aux autres et le collectif dans la société. Et puis enfin, il y a une dimension, je vous ai dit, l'être humain est un être affectif, c'est un être immatériel. Il faut expliciter le sens de nos actions au-delà de leur efficacité gestionnaire et financière. On ne peut pas continuer à dire sans cesse qu'on fait ci, on fait ça parce que c'est trop cher. Même si, bien sûr, la dimension financière, elle existe, on ne va pas la nier, mais ça ne peut pas être l'épicentre de la pensée urbanistique. Hein, il y a peut-être des choses pas trop chères à faire ou différemment. Donc pour conclure, parce que je pense que j'ai déjà parlé pas mal, hein, je pense qu'il y a une grande mutation qui est en cours. Cette mutation, elle est multiforme, mais elle passe aussi par l'urbanisme et l'aménagement. Cette mutation en cours, on peut dire que dans les années 50, 60, il y a eu cette grande révolution de la modernité. Hein, on a fait des routes, des supermarchés, des zones industrielles, que sais-je, des maisons modernes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle révolution, une nouvelle mutation vers une nouvelle ruralité. Aujourd'hui. Et je pense que il ne faut pas en avoir peur de cette nouvelle mutation, parce que cette mutation, vous savez, on se construit toujours en tenant le père, c'est-à-dire en critiquant la phase d'avant. La phase industrielle s'est construite en critiquant la phase paysanne. On a dit, bon, ils ne sont pas modernes, voilà. Aujourd'hui, ce qui est en train de se construire, c'est une critique de la phase industrielle. Donc on va critiquer les excès du matérialisme sans jeter, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, hein, il ne s'agit pas de tout jeter. Il y a une critique à faire du matérialisme. Et puis en même temps, on voit que les jeunes générations sont en train de se réapproprier les éléments positifs de l'ère paysanne, le recyclage, l'économie du partage, la communauté, etc. Donc voilà, l'histoire continue de s'écrire. Et voilà quelles étaient mes quelques pensées pour... alors vous voyez, c'est pas du clé en main, hein, mais c'est pour essayer de repositionner la question de l'urbanisme rural contemporain dans une perspective, on va dire, des sciences sociales un petit peu plus large, qui, j'espère, permettra de penser un peu différemment les choses. Je vous remercie beaucoup.